notamment en ce qui concerne l'agriculture. Avec ceci, nous attendons voir l'émergence des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, ainsi que la création d'emplois. Honorables députés et sénateurs, l'objectif de l'autosuffisance alimentaire ne peut se réaliser qu'à travers une profonde réforme du secteur agricole. C'est ici le lieu de vous inviter à revisiter cet important outil législatif pour le rendre plus attrayant en tenant compte du contexte général de la région. Il est incompréhensible que nous puissions avoir 80 millions d'hectares de terres arables et 40 millions d'hectares de terres irrigables et que nous importions plus de 85% de produits pour la consommation de nos populations. Et d'avoir des millions de familles et d'enfants malnutris. C'est un spectacle désolant auquel nous devons absolument mettre fin. Je salue la signature intervenue récemment à Kinshasa entre le fonds d'investissement suisse Vital Capital et le ministère de l'Agriculture pour le développement de 5 zones agro-industrielles. Ce fonds a déjà mobilisé 150 millions de dollars avec l'accompagnement de la Banque africaine de développement pour la construction des routes de desserte agricole ainsi que des infrastructures énergétiques. Nous avons les terres qui peuvent résorber 2 fois le déficit alimentaire mondial et nourrir 2 milliards de personnes. Nous avons une pluviométrie avantageuse. Le majestueux fleuve Congo, long de 4700 km, qui coupe le pays en 2 comme un grand boulevard. Nous avons les lacs, parmi lesquels le lac Tanganyika, le plus poissonneux du monde. Nous avons de grandes rivières, des ruisseaux et des cours d'eau. Et d'après une étude réalisée par le PNUD, 76 000 villages peuvent se suffire en hydroélectricité. Nous avons la création de ministères dédiés à la jeunesse et à la formation professionnelle, arts et métiers ont justement pour vocation de venir en appui au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la pêche et élevage en organisant les jeunes en corps de métier ou brigades de production et en fournissant une main-d'œuvre qualifiée pour la diversification de notre économie. Honorables députés et sénateurs, en ce qui concerne les mines, j'aimerais rappeler à la représentation nationale que nous avons, depuis l'année dernière, un nouveau code minier dont l'objectif principal est d'assurer que des Congolais soient les premiers bénéficiaires de leurs ressources. J'entends pérenniser cette loi minière. Avec le gouvernement, nous allons nous assurer que les craintes des entreprises minières exprimées après la publication de ce code soient prises en compte pour que, de manière claire, nous tous, nous nous engagions sur une même voie. Notre priorité dans ce secteur, c'est non seulement d'extraire et d'exporter les minerais, mais c'est aussi de leur donner une plus-value avant leur exportation à travers la transformation locale. Ceci exige l'installation d'entités de traitement et d'énergie. L'État congolais fera sa part.
Les investisseurs nationaux et étrangers feront la leur pour que nous fassions du concept gagnant-gagnant une réalité. Honorables députés et sénateurs, combien d'entre nous peuvent dire avec certitude la valeur du potentiel minier de la République démocratique du Congo, la valeur de notre potentiel en hydrocarbures, la valeur de notre potentiel forestier? C'est pourquoi il est temps que le gouvernement de la République amorce la certification de nos potentialités en minerais, en hydrocarbures et en ressources forestières pour que nous soyons, comme le Brésil, capables de connaître la valeur de nos réserves qui doivent correspondre aux titres à octroyer aux différents investisseurs. Aujourd'hui, il existe un dysfonctionnement dans le secteur de l'exploitation minière artisanale. Pour y remédier, le gouvernement a créé une entité à capital 100% GECAMINE pour l'encadrement de creuseurs, l'achat de leurs stocks à un prix rémunérateur afin de permettre à la République démocratique du Congo de mieux contrôler le circuit et influer sur le cours des matières premières. Je veillerai à ce qu'une attention particulière soit accordée au non-recours des enfants et des femmes enceintes comme main-d'œuvre des exploitants artisanaux. Cette expérience sera étendue à toutes les zones d'exploitation minière à travers le pays. C'est pourquoi j'enjoins au gouvernement que les zones d'exploitation artisanale soient clairement délimitées pour protéger les intérêts des populations autochtones sans léser les intérêts des exploitants industriels. Dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat local, nous nous félicitons de la promulgation de la loi sur la sous-traitance, instrument approprié pour la promotion des PME et PMI congolaises. Le gouvernement doit veiller à ce que les mesures d'application suivent rapidement de manière à atteindre l'objectif de cette loi qui est l'émergence d'une classe moyenne. Pour aider davantage les entrepreneurs congolais à être compétitifs dans ce nouveau cadre, des instructions seront données au gouvernement pour la création d'un fonds de garantie devant couvrir leurs risques d'investissement. Il faudra que l'on sache que les ressources naturelles sont épuisables et non renouvelables, ce qui exige une gouvernance rationnelle et une planification dans le temps. Car les générations futures ont le droit de bénéficier du résultat de cette exploitation longtemps après l'épuisement de celle-ci. Il doit exister la vie après les mines. C'est pourquoi les produits de l'exploitation minière doivent servir à la diversification de l'économie et au développement durable. Voilà pourquoi l'investissement dans le secteur agricole doit nous intéresser, car non seulement il va générer des milliers d'emplois, mais aussi il va contribuer à l'amélioration de vie de plus de 75% de population dans les milieux ruraux. Ce secteur est aussi le grand pourvoyeur de matières premières à l'industrie agroalimentaire, nos produits devant être transformés localement. Honorables députés et sénateurs, après la promulgation de la loi numéro 014/011 du 17 juin 2014 consacrant la libéralisation du secteur de l'électricité, plusieurs opérateurs privés ont manifesté leur intérêt pour le secteur de l'énergie et certains d'entre eux développent déjà des projets probants, notamment Siko Hydro, qui construit la centrale hydroélectrique de Boussanga
240 MW dans le Lualaba et GA Solar RDC qui développe la centrale photovoltaïque de Kolwezi avec 500 MW. À l'instar des projets Sombwe de 200 MW et Tembo Power de 70 MW dans le Grand Katanga ainsi que Great Lakes Energy à Kinsuka de 900 MW, je tiens ici à encourager plusieurs autres de nos compatriotes à s'investir dans le cadre des partenariats publics et privés dans ce secteur économique libéralisé. Cette dynamique devrait sensiblement contribuer à accroître la desserte en électricité. J'ai encouragé le gouvernement à parachever la réforme de ce secteur par la prise de mesures d'application de cette loi. À ce jour, je tiens à vous préciser que le ministère des Ressources hydrauliques et électricité s'apprête à lancer les activités de l'autorité de régulation de l'électricité, ARE en sigle, et celles de l'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER en sigle. Le gouvernement a entamé des pourparlers avec les bailleurs de fonds pour finaliser les grands projets dans le secteur de l'électricité. C'est le cas du Grand Inga avec le projet Inga 3. Ce projet se présente en deux options. La première, de 4800 MW, a obtenu un financement par le truchement de la Banque africaine de développement, BAD, pour commencer la construction à partir du premier trimestre de 2020. Les études de faisabilité ont été financées totalement par la même BAD à hauteur de 75 millions de dollars américains. La deuxième option, de 11 000 MW, deux groupes, chinois et espagnols, n'ont pas encore réalisé d'études de faisabilité. Les pourparlers sont en cours entre ces deux groupes pour former un consortium afin d'aborder efficacement cette question. Face à cette situation, je propose qu'avec un seul grand ouvrage, idéalement localisé, il sera possible de réaliser progressivement des salles de machines, groupes turbines alternateurs, avec des capacités simples et cumulées de 4800 MW, 7500 MW et enfin 11 000 MW et plus, grâce au point de prise Inga 3, Inga 4. Le modèle de développement mis en place nous laisse la latitude de combiner certaines de ces phases, compte tenu du fait que la demande de cette énergie est disponible et très urgente pour notamment servir le développement d'une usine de production d'alumine électrolytique dans la province du Congo central. En résumé, une réunion entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement va se tenir avant le 20 décembre prochain à Abidjan pour signer l'accord relatif à l'option de 4800 MW jusqu'à atteindre 11 000 MW, voire plus. Bien plus, certaines études actualisées démontrent qu'on peut aller jusqu'à Inga 10 pour atteindre 40 000 MW. Avec ce chiffre, vous imaginez bien que la République démocratique du Congo sera au cœur du système mondial de la production de l'énergie propre. Quant à la centrale hydroélectrique de Zongo 2, une capacité de 150 MW qui est opérationnelle, sa phase de lancement est terminée avec satisfaction. Les travaux de la deuxième ligne de haute tension Zongo-Kinshasa sont sécurisés sur le plan financier
et la SNEL va bientôt réceptionner le matériel de construction pour augmenter la puissance disponible dans la ville-province de Kinshasa dans un délai de 24 mois. La centrale hydroélectrique de Kakobola, de 10,5 MW, est également opérationnelle après le succès de sa phase de lancement. Autant les travaux de haute tension Kakobola PK 600 Kikwit Idiofa Gungu sont sécurisés sur le plan financier, autant la fabrication de matériel de construction est achevée en Inde. J'affirme ici que le transport va débuter aussitôt que le rapport de conformité sur la qualité des pièces sera validé et la construction de cette ligne durera environ 24 mois. Elle va desservir les villes et les cités de Kikwit, Idiofa et Gungu. Les travaux de construction de la centrale de Katende, d'une capacité de 64 MW, ont progressé à 55%. À ce jour, le gros de la structure est achevé. La Société nationale d'électricité, SNEL, a réhabilité l'alimentation électrique de la station de pompage d'eau de la Régie des eaux à Mbujimaï. La nouvelle centrale de Ruzizi 3, d'une capacité de 147 MW, est à construire dans le cadre de la CEPGL sous la supervision de Énergie des Grands Lacs, EGL en sigle. Elle sera bénéfique pour les villes de Goma, Bukavu et Uvira pour mettre fin au délestage. Je tiens à rappeler que les accords de financement ont été signés le 29 juillet 2019 et sont entrés en vigueur le 15 octobre dernier. Ces accords concernent d'une part la Norvège qui a financé le projet et d'autre part le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Honorables députés et sénateurs, en ce qui concerne l'énergie solaire, il y a lieu de préciser qu'un accord de financement est en cours de finalisation avec le gouvernement indien pour la construction de 3 centrales à Mbandaka, 10 MW pour 24,5 millions de dollars, à Lusambo, 10 MW pour 25 millions de dollars, et à Karawa pour 10 MW pour 25,5 millions de dollars. D'autres projets sont à considérer dans les prochains jours avec divers autres partenaires tels que la Banque mondiale dans plusieurs provinces avec un portefeuille très important. Quant au secteur de gaz naturel, la spécificité que présente ce secteur en général et le risque de catastrophe naturelle liée à une éventuelle fuite de gaz méthane rendent le dégazage du lac Kivu plus que nécessaire. Ceci offre une opportunité supplémentaire de production de l'électricité que nous devons saisir. Les études de faisabilité conjointement menées avec les ministères des Ressources hydrauliques et électricité, des hydrocarbures et les partenaires Kivu Power et EPPM sont déjà entamés et promettent d'aboutir à la production d'environ 30 MW. La Perenco a fait une offre de production de 200 MW d'électricité à partir du gaz naturel à Mwanda. De quoi alimenter le port en eau profonde de Banana, la ville de Mwanda, ainsi que certaines mines du Katanga. Honorables députés et sénateurs, j'ai déploré plus haut plusieurs morts par crash d'avion, accidents de circulation et noyades d'embarcations sur nos eaux intérieures. Ces événements malheureux requièrent une action rapide et immédiate. C'est ainsi que j'ai instruit le gouvernement à prendre toutes
les mesures appropriées pour que seuls les avions et les embarcations répondant aux normes puissent voler ou flotter avec des passagers dans nos airs ou sur nos eaux. Le défi est immense parce que nous vivons dans un pays continent. Nous travaillons à renforcer la régie des voies aériennes dans les équipements de navigation. Notre compagnie nationale se dotera bientôt de nouveaux aéronefs pour agrandir sa flotte afin de mieux desservir le Congo profond. Je me réjouis de la signature entre Congo Airways et Airbus pour l'acquisition de 2 aéronefs neufs de type A220-300 de 132 places chacun, 2 aéronefs de type E175 de 76 places chacun avec la société brésilienne Embraer et 2 aéronefs de type ATR 49-600 de 48 places chacun auprès de la société franco-italienne destinée à la desserte domestique essentiellement pour le désenclavement des provinces nouvellement créées. Ce qui porte à un effectif total de 8 avions neufs qui devront s'ajouter à la flotte existante de la compagnie nationale. La première livraison interviendra en décembre 2020. C'est un événement important, mieux une fierté nationale, d'autant plus que c'est pour la première fois depuis 30 ans que la République démocratique du Congo va acquérir des appareils neufs. Dans le même ordre d'idées, nous devons agrandir et moderniser notre réseau ferroviaire pour permettre une plus grande mobilité de personnes et de marchandises. Honorables députés et sénateurs, j'ai suivi avec une attention particulière le débat sur la nécessité ou non de la construction du port en eau profonde à Banana, tout comme celui de l'opportunité ou pas de jeter un pont, route, rail, reliant notre pays à la République du Congo sœur, avec comme connexion de Kinshasa par rail jusqu'à Ilebo, ouvrant la voie vers l'Afrique du Sud. Ce contrat a été signé dernièrement en Afrique du Sud par Madame la vice-première ministre du Plan et son homologue congolais de Brazzaville. Il a été précisé à l'occasion de cette signature que le lancement des travaux de Banana vont intervenir avant ceux du pont route-rail Brazzaville-Kinshasa. Ou tout au moins démarrer de manière concomitante. Dans ce contexte, la construction de la route asphaltée Mwanda-Boma, totalement financée par la République démocratique du Congo, constitue une première étape de ce projet du port de Banana. Honorables députés et sénateurs, après la première alternance démocratique du pouvoir, il était apparu urgent, devant les attentes de changement de notre peuple et de l'investiture d'un nouveau gouvernement, de concevoir et de lancer un programme intérimaire de réhabilitation et de modernisation des infrastructures physiques et sociales. Le programme d'urgence dit des 100 jours a été exécuté sous la conduite de services
de la présidence de la République jusqu'en novembre 2019. Il a été repris depuis lors par le nouveau gouvernement. Celui-ci procède actuellement à l'évaluation de son exécution et devrait nous fournir ses conclusions incessamment. Je voudrais ici saluer l'action du gouvernement dirigé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, un homme d'expérience qui s'est inscrit dans la même lancée de modernisation et de construction des infrastructures dans notre pays. Je l'encourage à poursuivre la réhabilitation des routes et de la voirie détruites par les dernières intempéries. S'agissant du dit programme, celui-ci comprenait 425 projets disséminés dans toutes les 26 provinces de la République, évalués à 492 millions de dollars américains, avec un décaissement à date de près de 70%, porté essentiellement sur les secteurs des infrastructures routières, de la santé, de l'éducation, de l'habitat, de l'eau, ainsi que de l'agriculture, pêche et élevage. En ce qui concerne le secteur des infrastructures routières d'intérêt général, l'intervention de l'Office des routes a bénéficié à toutes les 26 provinces. Les actions sur les routes ont permis de supprimer les bourbiers en vue de la remise en état de la praticabilité des routes sur un linéaire global de 2830 km répartis sur 46 axes. L'Office des routes s'est vu doté pour la première fois depuis très longtemps d'un financement dans le cadre du programme de 100 jours qui lui a permis de réhabiliter certaines routes devenues impraticables avec comme conséquence la réduction des coûts de transport et des denrées alimentaires. S'agissant des ponts, l'Office de route a procédé à la réhabilitation des ouvrages existants, au remplacement de tabliers, à la reconstruction et au lancement de nouveaux ponts sur un total de 32 sites. Je précise ici que 30 autres ponts commandés par l'Office des routes sont déjà fabriqués et seront bientôt livrés. L'Office des routes a aussi réhabilité et réparé 18 bacs et procédé au déploiement de 24 autres à l'état neuf vers des sites d'exploitation. De son côté, l'Office des voiries et de drainage est intervenu sur plusieurs axes routiers de la ville-province de Kinshasa, couvrant un linéaire d'environ 40 km par des travaux d'asphaltage, de bétonnage et de réhabilitation d'ouvrages d'art. Il s'agit notamment des avenues de commerce, Luambo Makiadi, ex-Bokassa, Kulumba, Pelende, de l'université, de la foire, des avenues de tourisme et de Koutou à Kinsuka, pour ne citer que celle-là. En vue de fluidifier le trafic, devenu un casse-tête dans la ville-province de Kinshasa, l'Office des routes et l'Office des voiries et drainage sont en train d'exécuter en entreprise ou en régie la construction de 8 sauts de moutons. En province, je vous informe que l'Office des voiries et drainage et ses sous-traitants ont la charge de la réhabilitation de la voirie de Goma, Bukavu, Kananga et Mbujimaï. Les vice-premiers ministres, ministres du budget et son collègue des travaux publics, ainsi que le ministre des Finances, sont instruits pour accélérer sans atermoiement ces travaux. J'invite le gouvernement de la République à respecter le programme de décaissement
pour permettre le parachèvement rapide des travaux, dont ceux des sauts de moutons, et à veiller à la maintenance régulière des ouvrages réalisés. Car je n'accepterai pas le spectacle désolant des chantiers inachevés pendant longtemps. Je disais donc que je n'accepterai pas le spectacle désolant des chantiers inachevés pendant longtemps, car j'ai un bilan à présenter au peuple congolais. Honorables députés et sénateurs, sur le plan de l'éducation, l'homme congolais est au centre de ma politique. Cet homme doit être formé afin qu'il soit un véritable agent du développement. L'accès à l'éducation, à cause de son coût, a entraîné un taux de déscolarisation très élevé des jeunes Congolais. Pour pallier à cette difficulté, j'ai ordonné la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire pour pallier à cette difficulté. J'ai ordonné la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics. Et ce, conformément à l'article 43 de la Constitution. La gratuité de l'enseignement primaire consiste en la suppression de tous les frais de scolarité payés par les parents. Il s'agit du Minerval, de l'assurance scolaire, des bulletins d'identification des élèves et des frais de test national de fin d'études primaires. Tous ces frais ont été totalement pris en charge par l'État. Par ailleurs, en vue de mettre fin à la prise en charge des enseignants par les parents, sur mon instruction, le gouvernement a procédé depuis septembre 2019 au réajustement des rémunérations du personnel enseignant ainsi que des frais de fonctionnement des écoles et bureaux gestionnaires. Il s'y est de noter que depuis lors, aucun retard de paiement de salaire n'a été enregistré. Prenant en compte les observations pertinentes de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, lors de la célébration de sa messe de prémices à Kinshasa, en date du 17 novembre 2019, j'ai engagé mon cabinet dans les pourparlers avec les gestionnaires des écoles conventionnées catholiques et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour apporter des réponses idoines à la prise en charge des enseignants non payés et nouvelles unités, ainsi qu'à l'insuffisance d'infrastructures scolaires en vue d'éviter que cette mesure salutaire ne produise des effets pervers susceptibles de porter atteinte à notre système éducatif. À cet effet, sur 132
617 enseignants non payés, le gouvernement a procédé depuis le mois de septembre dernier à la prise en charge de 34 740 enseignants non payés du primaire. Les 97 877 enseignants non payés de la maternelle, du secondaire et des bureaux gestionnaires sont programmés pour le premier trimestre 2020. À cela, il faut ajouter la prise en charge des nouvelles unités après leur identification au courant du deuxième trimestre 2020. C'est ici l'occasion, honorables députés et sénateurs, de vous informer que cette mesure de gratuité a permis de remettre sur le chemin de l'école environ 2 500 000 enfants en âge de scolarité, deux millions 500 000 enfants, disais-je, en âge de scolarité, jadis exclus du système éducatif. Pour pallier à l'insuffisance des écoles et contenir l'afflux des élèves dû à la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire, le programme du gouvernement prévoit la construction, l'équipement de 10 000 salles de classe opérationnelles dans les premiers mois de 2020. C'est l'occasion pour moi de saluer l'appui et l'engagement des communautés locales et nos partenaires, tant nationaux qu'internationaux, dans l'accompagnement de cette mesure de haute portée symbolique, politique et historique. Il sied de signaler que dans le cadre du programme des 100 jours, sur 150 écoles prévues, 132 sont totalement achevées, dont l'Institut Mokengeli, que j'ai inauguré de façon symbolique et lancé la rentrée scolaire 2019-2020. Honorables députés et sénateurs, j'étais conscient, comme tout le monde, du risque énorme que représentait la mise en œuvre de cette importante réforme inscrite dans notre Constitution depuis 2006. Mais j'ai décidé que l'heure était venue de concrétiser cette volonté du Constituant. Je suis assuré que dans l'intérêt de nos enfants, je peux compter sur vous pour qu'ensemble, nous menions cette réforme à bon port. Je suis aussi préoccupé par les conditions infrahumaines dans lesquelles nos enfants étudient et vivent dans les universités. Cette situation n'est pas de nature à favoriser l'émergence d'une élite de qualité. C'est ainsi que j'instruis le gouvernement à prendre toutes les mesures pour améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants, ainsi que de s'occuper de l'amélioration des conditions sociales des professeurs d'université et instituts supérieurs, sans oublier le corps scientifique et administratif. Concernant le secteur de la santé, le programme des 100 jours a permis d'acquérir 12 containers de matériel médical et médicaments essentiels qui seront bientôt distribués dans toutes les 26 provinces de la République. Aussi,
Sur 82 centres de santé prévus pour être réhabilités et construits, 42 sont achevés et le déploiement d'équipements médico-sanitaires est en cours dans 32 autres centres. Le programme de 100 jours a permis la réhabilitation et la construction d'un grand hôpital au camp Tchatchi. D'autres réhabilitations concernent les hôpitaux au camp Lufungula et Kokolo à Kinshasa et l'hôpital Sendwe à Lubumbashi. Le pavillon incendié de la clinique Ngaliema a été remplacé par un pavillon moderne, plus grand et à 2 niveaux, et attend d'être inauguré. Dans le secteur de l'habitat, 1500 unités de logements sociaux sont en cours de déploiement dans 5 provinces pilotes, à savoir Kinshasa, Kasaï central, Kasaï oriental, Congo central et Sud Kivu, à raison de 300 maisons par province. Les 300 maisons préfabriquées de Kinshasa sont en train d'être aménagées au camp Colonel Tchatchi. À ce nombre, il faut ajouter la commande de 3000 autres maisons, dont 2000 sont destinées aux militaires et 1000 aux policiers. Ne vous étonnez pas si les mêmes secteurs décrits plus haut reviennent ici. Nous avons voulu vous présenter ce qui a été fait dans le cadre du programme intérimaire de 100 jours. Le secteur de l'électricité a concerné 7 des 11 anciennes provinces et a porté sur les 3 grandes filières, à savoir la production, le transport et la distribution. Sur 22 projets entamés dans le cadre du programme de 100 jours, 11 sont achevés, à savoir la remise en exploitation de 2 dragues à Inga, la révision du groupe numéro 2 de la centrale thermique de Mbujimaï et les réseaux de distributions associés, la remise en état de la route d'accès à Inga, l'acquisition d'un terrain pour la construction d'un poste haute tension à Kinsuka en vue du démarrage de la nouvelle ligne haute tension Zongo-Kinshasa, l'implantation d'un grand transformateur de 100 MVA à Likasi en vue de réduire le délestage, l'implantation de transformateurs de 10 MVA à Inkisi pour supprimer le délestage dans cette ville, la mise en service du poste haute tension à Kimbanseke en vue d'améliorer la fourniture d'énergie dans 21 quartiers de cette commune ainsi que dans celle de Ntsele. La remise en état de la route d'accès au poste de Kimbanseke, la mise en service de 61 cabines dans la ville de Kinshasa, l'alimentation de la cité de Nkamba au Congo central. Dans le secteur de l'eau, les projets ci-après ont été entamés, entre autres, l'adduction d'eau à l'université de Kinshasa, le forage des puits à Kikwit, à Kananga, à Mbujimaï, à Kitona, à Kabalo, à Kindu, à Kenge, la construction d'un module de traitement d'eau de 110 000 mètres cubes sur le site d'Ozone à Mbinza, la construction d'une nouvelle usine de Lembaïmbu de 35 000 mètres cubes jour, l'alimentation en eau des camps militaires de Kinshasa, de Kisangani et de Lubumbashi. Honorables députés et sénateurs, sur le plan de l'agriculture, pêche et élevage, nous sommes toujours dans le programme intérimaire de 100 jours. Les projets ci-dessous sont en cours de réalisation. La réhabilitation de la ferme avicole de Daïpen, Lukelenge, à Mbujimaï, au Kasaï oriental,
l'appui en équipement et unités de transformation de lait de vache aux éleveurs du Nord Kivu et du Sud Kivu, l'encadrement de jeunes entrepreneurs en aquaculture sur le lac Kivu et en production d'aliments pour bétail. Après avoir présenté les réalisations du programme intérimaire de 100 jours, je m'en vais aborder le volet diplomatique. Honorables députés et sénateurs, comme vous venez de le constater, notre pays est engagé depuis le 24 janvier 2019 sur la voie effective de son développement. J'ai indiqué ce jour-là les défis de différents ordres qui se posent à nous, tant sur le plan sécuritaire, social, judiciaire, démographique, économique, etc. Pour faire face à ces défis, j'en ai appelé à la mobilisation de toutes nos intelligences et de toutes nos ressources, et en plus de nous, celles des autres. Car le Congo, avec son potentiel, constitue une réponse à plusieurs défis du monde. Notre pays, depuis plusieurs années, a toujours été présenté sous son plus mauvais visage, avec la guerre, les viols et toute la cohorte de malheurs. Bref, un trou noir. Peu de ceux qui parlaient du Congo à l'extérieur ont fait attention à tous nos héros silencieux qui trouvent des solutions de survie aux problèmes les plus complexes. C'est pour promouvoir notre nouveau visage, notre nouveau contexte que je parcours le monde. Aujourd'hui, la voix du Congo est entendue. Notre vision pour les questions environnementales et énergétiques est connue. À ce sujet, j'œuvre et milite pour un Congo qui gagne, un Congo qui rayonne. Il n'est plus question de parler du Congo sans le Congo. Il n'est plus question de compter sur le potentiel du Congo sans les Congolais et sans en payer le prix. Dans chacun de mes voyages à l'étranger, j'ai rappelé la position stratégique et le rôle de la gâchette, évoqué avec raison par Frantz Fanon, que doit jouer la République démocratique du Congo dans le développement de l'Afrique. Je voudrais rappeler que chacun de mes déplacements est dicté par des impératifs nationaux. Être à Kinshasa et ailleurs au Congo est la meilleure place où je puisse être. Je considère donc mes déplacements comme le prix à payer pour redorer l'image de notre pays, consolider les relations avec nos voisins conformément à notre principe sacro-saint de porte ouverte et de bon voisinage, reprendre le programme avec les institutions de Bretton Woods, de relancer notre partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique, de redynamiser la coopération avec l'Union européenne, de réchauffer nos relations bilatérales avec la Belgique, consolider nos rapports privilégiés avec la France, établir des rapports économiques avec l'Allemagne, pays qui veut être le leader dans la fabrication des véhicules électriques et dont le cobalt et le lithium de la République démocratique du Congo constituent l'une des matières premières. La Russie, la Serbie, le Japon, que j'ai récemment visités, veulent tous établir avec la République démocratique du Congo un partenariat gagnant-gagnant.
J'envisage également maintenir nos rapports bilatéraux avec le Royaume-Uni, le Vatican, la Chine et l'Inde et tant d'autres pays où je me rendrai prochainement. À Merci. À travers notre continent, en commençant par nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour consolider nos liens traditionnels et fraternels. Je me suis rendu dans plusieurs pays africains. C'est ainsi que je me suis personnellement rendu dans 8 des 9 pays limitrophes pour partager mon plan de rétablissement de la paix afin qu'à travers l'intégration économique, nous puissions assurer la stabilité et le développement de la sous-région. N'est-ce pas que les anciens belligérants de la Deuxième Guerre mondiale sont devenus les meilleurs partenaires, les meilleurs alliés au sein de l'Union européenne parce qu'ils ont signé la paix des braves et ont identifié les zones d'intérêt commun. Sous le même registre, il sied de rappeler que sous notre facilitation commune avec le président João Lourenço de l'Angola, un mémorandum d'entente a été signé entre le Rwanda et l'Ouganda en date du 21 août 2019 à Luanda pour mettre fin au conflit qui couvait entre ces deux pays frères. Je m'en félicite sincèrement et je crois que c'est un signe de maturité dont l'Afrique a besoin. Aux problèmes africains, des solutions africaines. Aussi, eu égard au développement croissant des échanges commerciaux entre le Congo et les pays d'Afrique orientale, conscient de la nécessité de faciliter la tâche aux opérateurs économiques, j'ai encouragé le gouvernement à adhérer à la communauté économique des pays d'Afrique de l'Est, East African Community. S'agissant de l'intégration africaine, ma vision a toujours été claire. Il faut y aller étape par étape, en commençant par l'intégration nationale, ce qui nous oblige à construire des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et lacustres pour assurer l'interconnexion dans l'ensemble de nos provinces. La deuxième, c'est l'intégration économique au niveau de la sous-région avant d'atteindre l'objectif ultime qui est l'intégration
au niveau de toute l'Afrique. Mon rêve est celui de voir Cape Town être relié au Caire, Mombasa à Lagos, en passant par la République démocratique du Congo. Nous aurons ainsi concrétisé le rêve de nos pères fondateurs panafricanistes. L'appartenance de notre pays à plusieurs organisations sous-régionales et sa position géographique en fait un noyau intégrateur entre l'Est et l'Ouest et entre le Nord et le Sud. Je suis pour une Afrique unie, une Afrique qui échange avec l'Afrique. C'est pourquoi mon pays a accepté de signer l'accord sur la zone de libre-échange continentale, la ZLECA, qui est aujourd'hui en processus de ratification au Parlement. Raison pour laquelle j'ai encouragé le gouvernement à apporter sa contribution pour la redynamisation de la communauté économique des pays des Grands Lacs. Soucieux de garantir la protection de nos intérêts à l'extérieur du pays, j'entends procéder à une nouvelle mise en place dans nos différents postes diplomatiques et consulaires. Je veillerai sur le profil des responsables qui seront désignés pour qu'ils soient capables de faire redorer l'image de la République démocratique du Congo à l'extérieur. Honorables députés et sénateurs, la protection de l'environnement constitue aujourd'hui un défi majeur pour l'humanité. En rapport avec la lutte contre le réchauffement climatique, la République démocratique du Congo entend réaffirmer ses engagements pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre en tant que deuxième poumon de l'humanité après l'Amazonie. Raison pour laquelle elle participe à la COP25 actuellement en cours en Espagne. Le dialogue sur le climat doit tenir compte des difficultés qu'éprouvent les pays détenteurs de réserves de carbone à faire face à la menace quasi permanente de la destruction des forêts, amplifiée par la pauvreté des masses paysannes. Des mesures compensatoires doivent être adoptées par les parties prenantes. La plus grande menace de l'humanité, c'est le changement climatique dû à la pollution. Et la République démocratique du Congo est une grande partie de la solution à ce grand défi qui guette la planète. Notre pays est en effet un grand espoir pour l'humanité. Nous devons en être conscients et élaborer des politiques conséquentes. C'est l'occasion de rappeler ici, comme je l'avais dit du haut de la tribune de l'Assemblée des Nations Unies, que notre pays doit bénéficier à juste titre des financements disponibles au niveau mondial en allant bien au-delà du 1% actuel. Au regard de l'énorme contribution des forêts congolaises à la préservation de la planète, c'est une grande injustice à l'égard de notre pays qui doit cesser. Point n'est besoin de rappeler que dans ce combat contre le changement climatique, la République démocratique du Congo dispose d'autres atouts non moins importants. Il s'agit des énergies propres, non polluantes et renouvelables. Ici, je fais allusion à Inga et à d'autres sources énergétiques essaimées à travers tout le territoire national. Bien plus, notre pays dispose des premiers gisements des principales composantes de la voiture électrique pour remplacer le moteur à combustion. Enfin, pour ne pas abuser de votre patience, sinon j'allais vous énumérer tous les atouts et innombrables vous citer tous les atouts innombrables et inégalés de notre pays.
Permettez-moi tout de même de dire que ce n'est pas juste que notre coltan, tant convoité, puisse causer la mort de Congolais et la prospérité des industriels. Ça aussi, c'est une autre forme de paradoxe et d'injustice qui doivent cesser. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Honorables députés et sénateurs, les années qui viennent font voir les conséquences du changement climatique engendrer des conditions météorologiques extrêmes et feront peser une grosse pression sur nos écosystèmes. Ce changement aura des conséquences indirectes sur les champs de notre social, de notre économie, de notre politique et de notre sécurité. Les conditions climatiques extrêmes pourront menacer les récoltes et augmenter les destructions d'infrastructures, amener des inondations et des maladies infectieuses. Ce sont là des possibles défis à venir si déjà aujourd'hui nous ne faisons rien. Il est urgent de prendre des mesures fortes pour changer nos modes de vie si nous ne voulons pas être demain les victimes d'une situation sans issue. Le gouvernement est encouragé à proposer les voies et moyens pour que nous fassions face à cette nouvelle donne qui s'impose à nous en tant que nation et qui menace de manière très sensible les territoires et les vies des populations. Au regard des réponses climatiques qui existent en République démocratique du Congo pour faire face au phénomène du réchauffement climatique, nous avons l'obligation d'être le pays pilote qui adopte dans son mode de vie les attitudes écologiques les plus appropriées. C'est à cette tâche que je vais consacrer des efforts pour que l'ensemble de notre nation soit préservé de cette menace planétaire. Honorables députés et sénateurs, l'alternance pacifique n'est pas la seule bonne nouvelle de l'année 2019. Cette année a été aussi pleine d'autres bonnes nouvelles. Malgré notre situation difficile, le Congo produit des champions, tant sur le plan continental que mondial. Je voudrais pour exemple vous citer l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo Besungu, qui a été créé cardinal. J'ai eu le privilège de représenter le pays avec beaucoup d'entre vous récemment au consistoire du Vatican. Et j'ai tenu personnellement à participer à sa messe des prémices le 17 novembre dernier à Kinshasa au stade des Martyrs. Cette élévation concourt à l'élévation de l'image de marque de la République démocratique du Congo. Nous avons eu aussi la joie d'apprendre tout récemment la désignation de l'honorable présidente de l'Assemblée nationale, Madame Janine Mabunda Lioko Moudiaï, qui a été primée à Paris, femme d'influence politique pour l'année 2019. J'ai aussi eu le privilège d'assister à la remise du prix Hideo Naguchi à notre expert épidémiologiste, le docteur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum, à Tokyo. À Tokyo, en présence de l'empereur Naruhito
pour ses recherches dans la lutte contre les maladies tropicales. Plusieurs chefs d'État du monde ont célébré celui qui pilote notre stratégie pour vaincre la maladie à virus Ebola. Dans ce même ordre d'idées, je voudrais féliciter, je m'en excuse à l'avance, la première dame, mon épouse, mon épouse, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Pour sa désignation par les Nations Unies comme championne mondiale de la prévention de la violence sexuelle liée au conflit. Avec fierté, nous avons célébré la victoire de nos Léopards Basketball, vainqueurs de la finale du premier championnat africain de basketball. Et à cette occasion, j'enjoins le ministère des Finances d'accélérer la distribution des récompenses que j'avais décidé en son temps pour nos basketteurs. Il y a eu également notre compatriote Junior Ilunga Makabu, qui a été sacré champion du monde de boxe dans la catégorie des lourds légers, l'un des prestigieux titres dans cette discipline sportive. Il y a également le jeune Pascal Kanik, qui a défendu les couleurs de la République démocratique du Congo en remportant, grâce à son application School App, le prix Seed Stars dans la catégorie EdTech du concours mondial des startups œuvrant dans le digital. Nous avons également Madame Sandrine Ngalula Moubenga pour le prix qui lui a été octroyé à la suite de ses recherches en énergie renouvelable et systèmes photovoltaïques. Elle est professeure à l'université de Toledo aux États-Unis. Enfin, et puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire l'année passée, vous comprenez bien, je n'étais pas encore chef de l'État, je tiens aussi à saluer l'action du docteur Denis Mukwege, prix Nobel. Du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, avec qui j'ai eu des échanges sur la nécessité de combattre toutes les formes de violence faites aux femmes. La liste est longue, je ne saurais énumérer tous nos champions, mais je ferai de sorte à ce que nous ayons chaque année des champions qui vendraient l'image positive de la République démocratique du Congo. Chaque fois que je célèbre la réussite d'un des nôtres, je me rends compte du privilège que nous avons d'appartenir à un pays comme la République démocratique du Congo. J'espère, je souhaite que l'année de nos 60 ans d'indépendance soit une année de succès pour chacun de nous. Il nous faut dès maintenant nous remettre en question. Je décrète 2020 l'année de l'action.
l'année du combat contre la pauvreté, l'année de la renaissance, l'année de la paix, l'année de la justice pour tous. Honorables députés et sénateurs, après que nous ayons de manière synthétique décrit la route que nous avons empruntée depuis le début de mes fonctions, route exaltante car portée par une seule et unique motivation, celle de servir nos compatriotes en donnant le meilleur de nous-mêmes. Il est aussi vrai de dire que nous avons pour beaucoup de secteurs posé les jalons d'une prospérité à conquérir et qu'il faille désormais redoubler d'efforts en parachevant des réformes pour que les fruits du travail soient bénéfiques pour toute la communauté nationale. C'est dans cette optique que j'annonce l'ouverture de grands chantiers qui vont nécessiter une mobilisation générale. Toutes les provinces de la République démocratique du Congo sont minières et à ce jour, il n'y a qu'une partie qui est exploitée et dans des conditions qui fragilisent nos équilibres et qui exposent nos populations à la prédation. C'est pourquoi je vais encourager le gouvernement à relancer la prospection minière sur l'ensemble du territoire national et entamer, comme dit plus haut, la certification de nos gisements. C'est l'occasion donnée à tous nos chercheurs, nos ingénieurs et toutes nos universités de se lancer dans la maîtrise des technologies et procédés pour que nous puissions transformer sur place nos matières premières. Comment ne pas voir devant nous le développement de l'industrie pharmaceutique dont la base serait naturellement la biodiversité du Congo, lequel possède un potentiel considérable à même de faire face aux besoins de cette industrie. L'amélioration de l'image de notre pays va susciter de l'intérêt pour le monde entier, qui voudrait connaître ce beau et grand pays au cœur de l'Afrique. Cela nous oblige à développer dans les mois qui viennent des politiques de promotion du tourisme par la construction d'édifices publics thématiques et d'établissements hôteliers capables d'attirer l'intérêt des touristes. Nous avons en ce domaine un nombre important de talents qui peuvent imaginer des formes qui reflètent la richesse de notre créativité. Nous avons en ce domaine un nombre important de talents qui peuvent imaginer, disais-je, des formes qui reflètent la richesse de notre créativité. Tout se tient et obéit à des synergies de groupes connectés entre eux. C'est pourquoi le développement du tourisme va de pair avec la construction d'infrastructures socio-économiques. Au-delà de ce qui se fait aujourd'hui, j'encourage le gouvernement à parachever la construction de la route nationale numéro 1 du Congo central jusque dans le Haut-Katanga. Elle va relier au moins 11 provinces: Congo central, Kinshasa, Kwilu, Kwango, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Haut-Lomami, Lualaba et Haut-Katanga. J'inspecterai personnellement cette route au cours des prochains mois, dans le cadre d'une caravane, pour me rendre compte de son état de praticabilité. De cette manière, les activités agricoles de Bandundu, Kasai et de toutes les provinces concernées peuvent se substituer aux produits importés, principalement le maïs. J'imagine une autre route qui partirait de Zongo, dans le sud Ubangi, jusqu'à Ao, en passant par la Mongala, la Chopo, le Bazouélé, le Haut-Ouélé, pour se connecter
sur la route qui va de la frontière ougandaise jusqu'à Mombasa au Kenya. La même route au carrefour de Buta, dans le Bas-Ouélé, comportera un deuxième embranchement vers Kisangani, Walikale, Bukavu, Uvira, Burundi, jusqu'à Dar es Salaam. L'autre route qu'il faut achever est celle qui part de Bukavu, en passant par Kasongo, Kabinda, Mbujimai, Kananga, Kanyama, Kanyama-Mbuji et l'Angola, vers l'Angola. Pendant que tout le monde se soucie de la réhabilitation des voies terrestres, souci que je partage du reste, je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur le plus grand boulevard dont dispose notre pays, le majestueux fleuve Congo et ses affluents, qui offre 15 400 km de voies navigables qui nécessitent dragage et balisage. Voilà le socle de l'intégration économique nationale et régionale. Et là, nos provinces peuvent échanger entre elles et avec l'extérieur. Il est temps d'envisager la création d'une banque de crédit agricole et une banque pour le développement rural dans le but d'accompagner les différents opérateurs du secteur et les paysans pour la réalisation de leurs projets. Honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs, distingués invités, chers compatriotes, depuis le début de cet exercice, j'ai partagé avec vous les premières actions de ma vision pour notre pays. La première passation pacifique du pouvoir nous offre une opportunité pour repenser notre organisation et renouer notre contrat social. Pour y parvenir, nous devons restaurer la paix sur toute l'étendue de notre territoire. Et avec nos forces armées et de sécurité, nous nous y attelons nuit et jour. J'ai l'ambition de faire de notre armée une armée puissante. J'œuvrerai à la doter d'un budget programme pour assurer la formation, l'équipement et le casernement tout en améliorant les conditions sociales de ceux qui ont choisi de sacrifier leur vie pour la sauvegarde de la patrie. Je vais réviser le plan de réforme de la police nationale afin de l'adapter et en sortir un nouveau plan de référence, une nation, une police, assorti d'un budget conséquent pour son équipement et l'amélioration de vie des policiers et de leurs familles. Je vais radicaliser la réforme des services de renseignement, de manière à les rendre plus aptes à anticiper et à prévenir les événements, tant en matière politique, sécuritaire et économique, et leur donner davantage une image nationale et républicaine. Je vais accélérer la mise en place d'une véritable administration publique au service du citoyen. Je vais rapprocher davantage l'administration des administrés. Je vais rendre plus viable et plus effective la décentralisation territoriale. L'homme congolais est au cœur de mon action. Le pari de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement est illustratif de ma détermination à garantir l'avenir de nos enfants. L'amélioration des structures sanitaires et de la prise en charge est aussi une de nos priorités. C'est pourquoi, au cours de l'année prochaine, je vais débuter la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle conformément à l'article 47
de la Constitution. La marche vers la reconstruction de notre pays nous impose d'améliorer notre système économique. C'est ainsi que je compte suivre personnellement les réformes engagées pour l'amélioration de notre système fiscal en vue de faciliter la venue des investissements. Mon ambition est de construire une économie forte qui passe par la mise en place des infrastructures structurantes de communication et de télécommunication. Et pour cela, je veillerai à l'amélioration du climat des affaires par la mise en place d'une institution de suivi des indicateurs. L'afflux massif des investisseurs dépend aussi d'une bonne distribution de la justice et de la sécurité juridique et judiciaire pour ces derniers. C'est pourquoi la réforme de la justice constitue un impératif. Activement, nous devons combattre la corruption qui prive notre pays de beaucoup de ses ressources. De ce point de vue, je voudrais inviter tous les responsables publics à être exemplaires et dignes. La position géographique de notre pays, son énorme potentiel énergétique et environnemental nous place au centre des enjeux de notre temps. Nous devons jouer le rôle qui est le nôtre dans la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement climatique. Le rôle moteur que doit jouer notre pays pour le développement de notre continent nous impose une ouverture aux pays limitrophes et aux organisations sous-régionales. Nous travaillerons à rendre nos entreprises compétitives et, dans le cas de la théorie des avantages comparatifs, de réduire sensiblement notre dépendance aux importations. L'année qui s'ouvre sera le témoin de la reprise de la collaboration avec nos partenaires traditionnels, l'arrivée massive d'investissements étrangers, résultat de mes récents déplacements. Avec les mesures que nous avons prises sur tous les plans, je peux dire avec courage que nous sommes sur la bonne voie. Dans l'unité, dans l'amour, travaillons pour notre réussite collective. Rendons notre pays grand. C'est dans les moments des grands défis que les talents éclosent. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Quand Dieu vous assigne des responsabilités, il vous donne des capacités d'y parvenir. Et le psalmiste disait,
fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Voilà, très chers téléspectateurs, après 2h34 de discours, le président de la République vient donc ainsi de s'adresser à la nation au travers de 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Nous étions face d'un président de la République qui maîtrise tous les dossiers au niveau national et au niveau international. Un discours très suivi par la population du Haut-Katanga, ici représentée par son gouverneur, Jacques Kiaboula. Discours très bien suivi par la population du Congo central. Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Président du Sénat, honorables membres du Congrès, estimés collègues, je vous rappelle que conformément au prescrit de l'article 77 de la Constitution, les messages du Président de la République devant les 2 chambres du Parlement réunis en Congrès ne donnent lieu à aucun débat. L'ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est levée. Une séance marquée, très chers téléspectateurs. Garde à vous. Aligné. Mort. Gardez. Vous. Au stand. Présentez. Armes. Musique. Fermez là-bas. Repos. L'ordre de sortie est le suivant. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sortira le premier sous vos acclamations, accompagné par la Première Dame, les 2 présidents des chambres parlementaires, du Premier ministre et d'autres chefs de corps constitués pour une photo de famille dans le hall du Palais du Peuple. S'agissant du cocktail, nous demandons aux honorables sénateurs, aux honorables députés nationaux, aux présidents des institutions d'appui à la démocratie,
ainsi qu'aux officiers supérieurs de l'armée et de la police présents dans la salle de se diriger à leur sortie vers le jardin latéral droit où il y a un verre de circonstance. Voilà. Nous acclamons la sortie de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mission accomplie par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient donc ainsi de s'adresser pour la toute première fois devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ici au Palais du Peuple. Nous étions en face d'un chef de l'État très attentif à tous les secteurs de la vie nationale. Aucune réalité n'a échappé à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la politique en passant par l'économie, les infrastructures en passant par la culture, la santé en passant par l'environnement, le tourisme en passant par le social. Aucun secteur, allais-je dire, n'a échappé au contrôle du président de la République qui a donc parlé, qui s'est adressé à la nation congolaise tout entière. La restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national, la révision du plan de réforme de la police nationale congolaise, réforme des services de renseignement, l'accélération de la mise en place d'une administration publique, rendre plus viable la décentralisation, l'amélioration des structures sanitaires, l'amélioration du système économique pour construire une économie forte, l'amélioration du climat des affaires, la réforme de la justice, combattre la corruption, lutter contre le réchauffement climatique, l'ouverture du pays, de la RDC aux pays limitrophes et autres pays frères, et le tout, très chers téléspectateurs, selon le président de la République, le tout doit se passer dans l'amour et dans l'unité. Il a parlé des efforts conjugués pendant les 100 premiers jours. Il a projeté l'avenir, les perspectives d'avenir. Nous étions face d'un Félix Tshisekedi qui, dans l'exercice de ses fonctions, est très attentif. Tout se passe sous son contrôle et nous en avions pour preuve son discours où aucun secteur de la vie nationale n'a été épargné. Félix Tshisekedi très déterminé à transformer le Congo. Félix Tshisekedi qui a terminé son speech par quelques références bibliques. C'est un homme de Dieu et vous le connaissez, il prie beaucoup. Chaque dimanche, il va à l'église. Chaque dimanche, nous étions parfois au niveau du palais de la nation. Il y a des gens qui viennent prier. Donc c'est un président de la République qui connaît Dieu et qui bénéficie également de plein de bénédictions divines. C'est la raison pour laquelle, si on fait peut-être le mi-parcours de son mandat, de sa première année, c'est une réussite totale dans beaucoup de secteurs, même s'il y a encore beaucoup à faire. La République démocratique du Congo est grande. La République démocratique du Congo demande, exige les efforts conjugués de tous les fils et toutes les filles pour faire de ce pays, de la République démocratique du Congo, un pays prospère et riche. Et nous avions suivi cette démonstration à travers le discours, l'adresse à la nation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mathieu Moudibangi. Yasolo kutwanga Blaise Bokokia toloba nini pene na ngonga mibale na ndambu mokambi kolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali kisikule ya ye pona ekolo ya biso Congo démocratique atalisi makambo manso mokambi atalisi lolenge kani banda kobandami ya tuku mbale na mine sanza yambo mobu moyo tozali kino lelo misala mike mitambolo kati ekolo ya biso mambi matali kimio monyele alobeli yango kasi ya motuya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abiete sengeli enveloppe ya misolo mipesama mpona mbongwana ya misala ya mampinga ya basoda ya bapulusu baekolo ya Congo démocratique mansose mpona botombolo ekolo kasi na nsima maloba maike lolenge mokambi etuka kwilu Willy Etundala bazali kolanda baso esika mokambi ekolo alobaki biso baso na bolingo na bomoko totonga ekolo ya biso Congo ya makasi okati ya mokili mu Afrika tosala lisanga tosala na bondeko mpe atalisi ete soko makele matalo mamema botombo mi okati ekolo sika ya kotia politike ye makasi na mai matali milona bilanga esengeli ozo esika enene
pona komya botombo ami pe kita ekolo ya biso. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobeli na makamatali bokolongono banzoto mabane ekolo Congo. Matea maofele eza etinda ya ye mbula matari kokoba kotonga ezala bitelo ezala mapitalo po bato bazwa mino ya ofele mino ya malamu. Kasi akumisi bane ekolo Congo démocratique ba bazwi palata lokumu mbano lokumu okata mikili mya poto okata ekolo ya biso basani ya ndembo kitunga akumisi minganga lokola munganga za kobundisa bokono bwa Ebola Jata Mfumu yazali kobundisa bokono bwa Ebola Muyembe atangi lokola Denis Mukwege atangi basani ya bibotu ya ndenge na ndenge pona maemanso bamemimba no kate kola biso Congo démocratique abi RDC ezali sika ekasi ya kobunda pona mbongwana ya eleko molunge momozamio kati ya eleko kasi na kosukisa lolenge mokambe kola sukisi na Biblia atangi na mokanda ya moya bakorito mokapo zomi talatala ya zomi na isato pe ayekoloba fait de l'éternité des délices il te donnera ce que ton cœur désire. Et là, si c'est là, Nzambe bola muboyo, il y a coupé son motema na yo elingi. Maso matali c'était ezra ki disukule lamu, disukule nene, katina oesika, Blaise Bokokia, tokomina sugaya, ya disukula mokabekolo. Mettre fin au paradoxe, pays riche avec une population la plus pauvre de la planète. Il a fait appel à la solidarité, fondement de la culture congolaise, le 13 décembre 2019. Un jour merveilleux, un grand jour pour la République démocratique du Congo. Plus question d'un Congo de la haine, un Congo du tribalisme, mais plutôt un Congo pour tous où chacun trouve sa place. Félix Tshisekedi Tshilombo a salué le courage de Joseph Kabila qui a tenu à respecter la Constitution. Le peuple d'abord est la boussole de l'action du président de la République. Féliciter également l'Église catholique pour les efforts menés avant les élections. Félix Tshisekedi Tshilombo a parlé du deuxième tour de l'élection présidentielle. Il faut peut-être revoir ça. Question de la classe, des classes de double nationalité, il en a parlé. Félix Tshisekedi Tshilombo qui a dit que 2020 doit être une année d'action, une année de combat afin de lutter contre la pauvreté à Sri au Congo. Kweli Blaise Bokokia rais wa jamhuri ametoka kusemea mengi zaidi, anagusia hatua yote ya maisha ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia anamsifia hata mtangulizi wake kwa kuweza kuheshimu katiba ya nchi. Aliweza kugusia jambo lote, anasema kwamba anatamania hali ya kusema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi tajiri lakini raia ni wa maskini. Inafaa jina hiyo iweze kumalizika, kusema kwamba raia wa Kongo ni wa maskini iweze kumalizika. Anatamania hali ya mashamba iweze kulimwa katika majimbo yote tu ya kuweza kutia hali ya malisho bora ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia wa Kongo waweze kufaidia na matibabu bora. Aliweza kusifia hata mabingwa wengi waliweza kutamanisha sura ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sawa vile Daktari Jean-Jacques Muyembe mwenye kupiganisha ugonjwa wa Ebola, sawa vile madaktari wengine wenye kupiganisha hali ya ubakaji, na hata mabingwa wengine wa michezo ya kabumbu ya kitunga ya mabinti na wa michezo ya mangumi, na hata mkewe Mama Denise vile vile mwenye aliweza kupewa tuzo ya Kasifa.